Bonjour à tous, c'est Mélisse sans Mélo et on se retrouve pour une nouvelle présentation. Alors je les ai un peu rassemblés, c'est-à-dire que c'est pas dans l'ordre chronologique de mes lectures, mais là on va faire un focus sur de la fantasy young adulte. Hein. Ouais, globalement c'est du young adulte. Je sais plus si je vous ai parlé des derniers rois de Charakai. Ça, hein, les 12 rois de Charakai. Je sais pas pourquoi les derniers, parce que c'est le dernier tome que j'allais lire, le premier. Donc c'est là qu'on s'en était arrêté. Et bah écoutez, j'ai quand même 6 livres à vous présenter, donc voilà, on va pas s'attarder davantage. Je vais commencer avec le tome 1 de Arcane, la désolation de Pierre Bordage. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai lu en audio et c'est tellement bien passé en même temps après Charakai. C'était difficile de faire pire tant côté de la voix de la conteuse qui moi ne m'allait pas du tout que du côté de l'histoire qui était bah j'en ai déjà parlé donc je vais pas le refaire, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma chronique. Donc disons que c'était super agréable, voilà, cette lecture fluide et surtout le conteur c'est celui qui lit le cycle de Sif que j'avais terminé donc du coup avant les 12 rois de Charakai. Et d'une certaine façon, comme c'était le même conteur et qu'à un moment dans cette histoire il y a un duo jeune homme, jeune garçon et guerrier, voilà, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver avec Sif et Auric, qui ne s'appelle pas du tout Sif et Auric bien sûr, mais vous avez compris l'idée pour ceux qui ont lu le cycle de Sif. Le personnage de cette histoire est une femme, une jeune femme présentée comme badass dès les premiers chapitres, première page. Elle s'appelle Oziel et c'est l'héritière du clan du Drac, puisque Arcane, qui est une ville labyrinthique, est dirigée par je ne sais plus combien, 7 maisons, 7 grandes maisons, dont la maison du Drac. Et il se trouve que dès le début, il y a corruption de certaines de ces maisons qui se liguent contre la maison du Drac, et en l'espace des 2 premiers chapitres, la maison est complètement anéantie, à l'exception d'Oziel qui, par un heureux hasard, ne se trouvait pas dans le domaine du Drac au moment de l'attaque, voilà. Donc elle, si vous voulez, son objectif au départ en tout cas, c'est vraiment de venger sa famille, son père, ses frères, notamment un de ses frères dont elle était très proche. Je viens de lire derrière que le guerrier s'appelle en fait Auric, et je me suis rappelé que dans le cycle de Sif, il s'appelle Uldric. Désolée pour la confusion, donc je parlais de Sif et Uldric qui ressemblent à Arène et Auric. Bref. Oziel donc est seule contre tous et elle est recherchée, donc son seul moyen de lutte c'est de rejoindre les bas-fonds de la ville où doit se trouver son grand frère, son frère aîné il me semble, qui a été exilé par les mêmes familles, pour le prévenir, espérer monter une armée et aller venger et rétablir l'équilibre. Elle comprend au fur et à mesure de ses rencontres dans son voyage qu'en fait la plus grosse menace c'est pas juste que le clan du Drac est disparu, et c'est pas du coup l'objectif, ce n'est pas uniquement de venger ce clan mais bel et bien de rétablir un équilibre des forces, parce que là tout va sombrer dans le chaos globalement, hein, très rapidement. Et à côté on va suivre un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus ouais, je dirais de plus ordinaire, que j'ai trouvé assez intéressant comme personnage. C'est un personnage assez plat, voilà, un peu peureux, mais qui manque pas de courage au fond, mais voilà, qui est un peu rêveur, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui a été, j'ai envie de dire, exilé de sa propre famille parce qu'on savait pas quoi faire de lui et qu'il était pas terrible au chant, et on l'a mis chez un enchanteur de pierres où il est censé apprendre à enchanter les pierres, mais bon, il comprend pas trop ce qu'on veut de lui, donc à part manier un burin, il fait pas grand chose quoi. Et lui aussi va se retrouver par hasard jeté sur les routes au moment même où il commence à découvrir qu'il a effectivement peut-être une once de don. Je vais pas vous en dire plus, on va passer directement à la partie voilà, chronique quoi. J'ai trouvé l'univers fort intéressant, c'est un univers de fantasy, j'ai trouvé que, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, cette histoire de grandes familles régnantes qui se font des coups dans le dos, bon, ça a rien d'extraordinaire.
Ce que j'ai bien aimé en revanche dans la partie univers, c'est les créatures qu'on peut rencontrer, les enjeux politiques qui sont vaguement abordés à travers d'autres personnages secondaires qui sont assez intéressants. Donc, Arcane, c'est une cité qui a été bâtie a priori à la verticale. Et en fait je trouve que ça, à moins de lire du coup le résumé, voilà, les luxueux niveaux supérieurs, même ça c'est pas très explicite et je pense qu'il aurait fallu, je sais pas s'il y en a une d'ailleurs, une carte des niveaux en fait pour bien comprendre que c'est vraiment vertical, c'est-à-dire que les gens descendent dans les niveaux, c'est pas juste une histoire d'une petite pente douce en fait, c'est vraiment vertical. C'est-à-dire que pour passer d'un niveau à l'autre par l'extérieur, moi ça m'a vraiment fait penser à Minas Tirith, voilà la référence, d'une certaine façon, mais en plus massif, en plus sombre je pense. Mais j'ai eu cette idée après être arrivée aux 3/4 du bouquin quand je comprends qu'en fait pour descendre au niveau inférieur, Oziel prend la désescalade d'une muraille en fait. Je trouve que sinon c'est pas très bien expliqué. On pourrait juste se dire que comme dans beaucoup de villes, ça, voilà, c'est construit sur une colline et ça descend quoi. Donc bon, voilà, c'était pas super bien expliqué. Maintenant, Oziel. Oziel qui est présentée comme une jeune femme badass qui se bat, tout ça. Elle m'a gonflé en fait. Alors, je trouve que son comportement, enfin un peu tout, est assez cyclique dans cette histoire. Tout est un peu cyclique. C'est-à-dire que bah voilà, elle est désespérée. Elle se retrouve face à un barrage, elle reçoit de l'aide. Elle réussit à passer le barrage grâce à cette aide-là. Et puis après ça recommence, c'est-à-dire qu'elle va arriver à un nouveau, alors je dis barrage parce qu'en l'occurrence au fur et à mesure qu'elle descend dans les niveaux il y a des barrages parce qu'elle est recherchée, mais ça peut être aussi juste des obstacles hein, avant qu'elle réussisse à descendre d'un niveau. Voilà, elle réussit à s'en sortir, il y a un obstacle, aide, elle s'en sort, et on recommence, obstacle, aide, elle s'en sort, et ainsi de suite. Voilà, donc ça pour moi c'est un problème, le fait qu'elle soit dans le même état d'esprit. C'est-à-dire obstacle, esprit down, aide, elle y croit pas de sa chance mais waouh vraiment c'est cool et puis elle s'en sort donc elle se croit toute puissante, elle va s'en sortir et hop là ça recommence. Ah c'est trop facile. Il y a aussi 2-3 autres facilités qui m'ont un peu exaspérée. Je trouve que pour un roman qui je pense se veut adulte, je pense, hein, c'est de la littérature adulte, ça manque vachement d'introspection au niveau des personnages. C'est-à-dire qu'on la seule que j'ai notée, c'est une forme d'introspection sur le désir, les relations sexuelles, mais il y a moyen d'avoir tellement d'autres sujets d'introspection dans ce roman que voilà, ça m'a laissé un peu froide à ce niveau-là. Alors, je pense que le conteur a joué pour beaucoup sur le fait que j'ai passé un super moment et que ça se lit super vite, ça se dévore. Il n'y a pas de temps mort. Je pense que les parties sur Oziel, même si j'avais hâte de savoir ce qui allait lui arriver, voilà, parce que c'était un peu toujours le même schéma, mais on se dit, bon bah, peut-être que le schéma va se casser à un moment donné. En fait, non. Les parties qui m'ont le plus plu, en fait, c'était à l'extérieur de la ville avec Ren et Auric. Donc cet enchanteur de pierre un peu raté, et Auric, ce grand guerrier qui lui a pour objectif de rejoindre Arcane pour prévenir les maisons dirigeantes de la cité que il va y avoir une invasion et que c'est grave et qu'il faut faire quelque chose. Là aussi on n'est pas sur quelque chose de très original, mais ça a réussi à, voilà, à me captiver et à m'entraîner et à surtout passer un très bon moment à côté, après, des 12 rois de Sharakai. Voilà pour cette lecture. Il me semble que c'est une duologie, du coup je lirai la suite avec plaisir. Ah si, j'avais autre chose à vous dire, je crois, forcément enfin forcément non, pas forcément, mais je trouve les personnages féminins, déjà il y en a très peu. Et ensuite, ouais, tous très plats. Dans la rivalité féminine quasi constante. Et ouais, c'était pas dingue. C'était pas dingue. Il y en a une que j'aimais bien, qui était dirigeante, alors pas dirigeante mais femme d'un dirigeant d'une des maisons. Je l'aimais bien, je la trouvais intéressante, mais c'était un personnage
secondaire voire tertiaire et malheureusement je pense que j'aurai pas plus de nouvelles à son sujet. Lecture suivante et d'ailleurs je pense que c'est par celle-ci que j'ai commencé. Alors je l'ai lu en décembre-janvier, c'est une lecture qui m'a pris beaucoup de temps. Après comme vous le savez j'étais vraiment pas au top de ma forme dans ces mois-là, donc beaucoup de mal à lire parce que très fatiguée. Dreams of God and Monster, ça clôt enfin la trilogie de Daughter of Smoke and Bones de Laini Taylor. Laini Taylor, c'est celle qui a écrit le faiseur de rêve, voilà, que j'ai juste là, que j'ai découvert en français pour le coup. Et comme j'avais vraiment beaucoup aimé la duologie du faiseur de rêve, j'avais voulu trouver d'autres romans de l'autrice et j'étais tombée sur Daughter of Smoke and Bones dont je ne savais pas qu'il existait déjà à l'époque une version française, mais en l'occurrence je suis très contente de l'avoir lu en anglais. C'est franchement abordable. J'ai passé un super moment. J'ai eu du mal à me mettre dedans parce que ça faisait très longtemps que j'avais lu le deuxième tome, donc il y a forcément des petits détails qui malheureusement m'avait échappé, et ça c'est un truc, il faudrait que les éditeurs s'habituent à faire un résumé du tome précédent, un résumé spoilant, parce que c'est bête mais on passe à côté de petites nuances, de petites choses qui, si juste elles étaient expliquées en quelques lignes avant, bah ce serait chouette. Très belle lecture, très heureuse de retrouver les personnages de Akiva et du coup Karu, notamment donc le fameux duo maudit, et ça... Alors c'est du young adulte, mais ce que j'ai adoré dans ce tome-là, c'était un peu moins clair dans le tome précédent, mais dans ce tome-là c'est certain, il n'y a pas de triangle amoureux, voilà, ils savent tous les deux ce qu'ils veulent. Alors il y a des empêchements bien sûr pour des tas de raisons, mais j'ai trouvé ça chouette, voilà, j'étais ravie. Dans ce tome-là, et suite aux éléments du deuxième tome, l'armée des séraphes, l'armée des, je vais dire des anges, mais bon c'est vraiment les séraphes qui sont appelés, donc l'armée des séraphes envahit la terre et l'objectif du commandant et de l'empereur en fait des séraphes, du commandant de cette armée, c'est de récupérer des armes humaines pour les emmener sur Eretz et gagner définitivement la guerre contre les chimères. Donc l'objectif bien sûr de Karu c'est d'empêcher cela et puis de sauver les chimères. Ça, je sais que ce résumé est un peu succinct, mais en même temps si vous n'avez pas lu les tomes 1 et tome 2 vous aurez peut-être du mal à comprendre. Donc en gros ce que je peux vous dire de ce roman c'est que c'est une sacrée brique, mais je pense que il fallait au moins ça pour quitter tranquillement cet univers. En plus dans celui-ci il y a une dimension plus profonde dans la notion d'univers et de construction, la genèse de cet univers qui est apportée, que j'ai beaucoup apprécié. Même si, du coup, comme on l'aborde seulement maintenant, ça laisse un petit goût de trop peu. Mais bon, les personnages n'étaient pas sensibles à ça avant. Je pense que c'est ça qui a mis un peu à mal l'entraînement dans cette lecture au début, c'est qu'on rencontre un nouveau personnage qui est, en tout cas qui paraît humain a priori, parce que ça se passe sur Terre. Elle est chercheuse en ADN notamment, et en fait elle va retrouver des traces du passage de Karu et des chimères sur Terre. Et comment vous dire, j'ai eu beaucoup de mal avec cette partie-là parce que ça m'intéressait pas, je comprenais pas trop ce personnage-là, qu'est-ce qu'il faisait là, enfin bon, voilà. Et finalement, c'est un personnage qu'on se met à apprécier et on comprend mieux tout l'intérêt de sa présence par la suite. On retrouve aussi bien sûr Mike et Susanna qui apportent la touche de fraîcheur et d'humour et voilà un peu de décalage avec toute la partie vraiment lourde et anxiogène de la guerre entre les chimères et les séraphes et de l'amour impossible de Karu et Akiva. Donc voilà, globalement c'était une très belle conclusion de cette trilogie, je suis très heureuse de l'avoir terminée. Je vais pouvoir la ranger en entier dans ma bibliothèque et je la garderai avec plaisir parce que vraiment, voilà, c'est du Laini Taylor, c'est quelque chose qui sort complètement de ce qu'on pouvait imaginer, tant sur le plan univers et magie que sur, alors je vais pas dire que ça change beaucoup, mais que sur la partie émotion.
Même si là aussi le petit reproche que je peux faire à cette romance, c'est un peu l'effet empêchement, et puis en fait on y croit et puis après il y a un nouvel empêchement, et là aussi ça boucle un petit peu. Mais c'est de la romance young adulte, donc on peut pas s'attendre à ce que ce soit non plus parfait quoi. Suivante, et je vais vous parler de La Cité Diaphane de Anouk Faure, que j'ai acheté d'ailleurs à Gibert lors de mon dernier passage à Paris. Et alors là, j'en avais entendu énormément de bien. Il y a eu beaucoup de com autour de ce roman à sa sortie. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce roman, et moi je suis passée complètement à côté. Vous avez peut-être suivi ça dans mes vlogs. C'est un roman très court. Il fait 300 pages, même pas 300 pages, 250 pages, qui est divisé en 3 parties. Autant la première partie qui crée tout le mystère, je l'ai trouvée un peu lente, mais je me suis dit pourquoi pas, voilà, c'est le rythme, ça va tranquillement. La partie 2, je me suis dit waouh, ça y est, c'est intéressant, on est dans le truc. Et alors la partie 3, c'est parti dans un délire qui moi m'a fait complètement décrocher, avec une espèce de, j'ai envie de dire, d'esthétique un peu à la japonaise. Qui pour moi tranchait beaucoup avec ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire quelque chose de très sombre, de très gothique. Là on est rentré dans un truc un peu, j'ai envie de dire, gluant et complètement farfelu, avec des espèces de larves qui dégoulinent des murs et tout. Enfin, vraiment, alors pourquoi je dis japonais? Parce que ça m'a un peu fait penser, si vous voulez, à, en fait à du Miyazaki, avec un peu Nausicaa, la vallée du vent, les espèces de bestioles, ou alors encore dans Princesse Mononoke, la malédiction hein, qui emporte les sangliers avec voilà, tous les trucs gluants dessus. Enfin voilà, moi c'est à ça que ça m'a fait penser, et du coup c'était pas très ragoûtant. Dans cette histoire, on va suivre un archiviste. On va suivre un archiviste qui rentre dans Roche Étoile. Roche Étoile, c'est une cité, alors c'est pas une cité légendaire. Non, c'est une cité sainte qui s'est construite autour du culte de la déesse, qui est une merveille d'architecture au centre d'un lac. Je crois que l'histoire, c'est qu'en gros, il y a une météorite qui est tombée, et enfin voilà, il y a une cité qui s'est construite dessus, sauf que il y a eu un grand drame, toutes les eaux, donc les eaux du lac, mais du coup toutes les eaux de la cité ont été empoisonnées, tous les habitants sont morts. Et l'idée donc pour l'archiviste, c'est de venir faire ses recherches dans cette cité pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, d'où vient cette malédiction. Et voilà, écrire les archives de Roche Étoile. Il arrive dans cette cité qui a un côté très, extrêmement gothique, l'ambiance y est, tout y est, voilà, c'est sombre, il y a de la brume, on a la crainte d'être empoisonné, est-ce que la malédiction a été levée ou pas. Et puis on commence à croiser des personnages qui en fait sont encore vivants dans cette cité. Et on va croiser 3-4 personnages vivants je crois, sauf erreur de ma part. Il se trouve que les choses vont se dévoiler et je peux pas vous en dire plus pour pas vous casser la surprise de la fin de cette première partie qui donne lieu à la seconde et qui pour moi est vraiment très forte. Honnêtement j'ai failli abandonner. Ce qui m'a retenu, c'était de me dire que c'était un livre de moins de 300 pages. Et voilà, je voulais me faire mon avis quand même. Je pense que ce n'est pas un roman fait pour moi. Et c'est tout. Voilà, donc il va rejoindre mon Vinted. Donc je vais le laisser quelque part par là. Lecture suivante, et je vais vous parler de, attention, prononciation, The House in the Cerulean. Et voilà, c'est raté. The House in the Cerulean. Je suis désolée mais Cerulean, j'y arriverai jamais je crois. The House in the Cerulean Sea de Gigi Clune. Alors il a fait énormément parler de lui, donc grosse hype autour de ce roman. J'en ai entendu tellement de bien que je me suis dit bah let's go, il faut tenter, mais il a patienté un peu dans ma palle quand même il me semble. J'osais pas trop, j'avais peur que ce soit pas pour moi ou que je sois déçue. En même temps j'ai enchaîné quelques déceptions ces derniers temps sur des livres qui avaient beaucoup plu. Et heureusement celui-là ça n'a pas été le cas, ça a vraiment été une très belle lecture. C'est de la jeunesse. Je préfère préciser, c'est de la jeunesse mais avec un personnage principal qui a la quarantaine bien tassée et que j'ai trouvé extrêmement bien fait, très touchant. J'ai trouvé que tous les personnages en règle générale étaient très bien amenés. Donc on est sur cet homme qui est en fait... comment dire, je me souviens plus du terme exact. On va dire contrôleur en gros. Donc on va suivre Linus 40 ans qui est
contrôleur depuis je crois plus de 17 ans dans la même entreprise. Et il contrôle quoi? Il contrôle les conditions de vie dans les orphelinats où sont regroupés des jeunes enfants aux talents particuliers. Donc dès le début le contexte est placé. Et c'est un homme qui n'a rien d'exceptionnel, c'est un homme assez plat, pour le coup vraiment plat, je pense là on peut dire. Voilà, métro, boulot, dodo, c'est sa routine, il est un peu tête en l'air, à chaque fois il oublie son parapluie. Il est pas heureux, vraiment il est pas heureux, mais en même temps il fait trop rien pour que ça change. Il attend juste impatiemment à chaque fois sa seule semaine de vacances par an je crois, et il rêve d'aller à la mer, mais voilà c'est un rêve comme qui dirait inatteignable. Et puis sinon il vit dans un quartier visiblement vraiment un quartier de dortoir en fait, il rentre le soir, il retrouve son chat, il mange seul, personne ne l'attend, et puis il va se coucher en lisant le manuel du parfait contrôleur quoi. En gros c'est ça sa vie, ce qui en fait un parfait contrôleur. Du coup c'est tout ce qu'on attend de quelqu'un qui ne pose pas de questions, ou alors qu'il pose des questions mais uniquement les bonnes et pendant ses missions de travail, et puis après une fois que ses missions sont terminées il rédige des rapports qui sont succincts, froids, précis et sans émotion quoi, voilà. Et un jour on l'envoie faire une mission très particulière puisqu'on l'envoie sur une île dont personne n'a jamais entendu parler, tout au bout du bout de la ligne du train, et on lui dit qu'il va y rester un mois, ce qui est une période anormalement longue pour ce genre de mission, et surtout il n'a accès à aucune information au préalable puisque tout est classé, il ne doit en parler à personne, il doit faire des rapports hebdomadaires et un point c'est tout. Et donc on va suivre Linus dans cette aventure de quelques semaines où il va se poser énormément de questions, où le contact avec ses enfants particuliers va vraiment lui ouvrir les yeux sur sa propre vie. Il va se poser énormément de questions, c'est un personnage qui va tellement évoluer, moi j'ai adoré ça. Les autres personnages de cette histoire sont extrêmement attachants, très très différents, parfois j'ai eu vraiment du mal à me les représenter, je pense que c'est fait exprès, et je pense que mon niveau d'anglais joue un peu là-dessus aussi parce que forcément à partir du moment où on est dans la description physique qui n'est pas humaine, j'ai tout de suite un peu plus de mal. Une ode à la tolérance, à l'acceptation, et j'ai adoré la relation qui se tisse entre tous ces personnages et en particulier entre les personnages adultes qui est vraiment inclusive. Voilà, c'était très très beau. Donc je comprends le succès qu'il a eu, je pense que je lirai, enfin c'est sûr que je lirai d'autres livres de T.J. Klune, à commencer par Le Clan Bennett qui est beaucoup passé, qui a été beaucoup recommandé, mais j'attendais qu'il sorte en VO dans la nouvelle édition qui est trop belle pour le lire, et voilà. Et là mes pommes de terre sont en train de brûler. Il me reste 2 lectures encore à vous présenter et je vais commencer par celle-ci. Le Dernier Lion d'Albâtre aux éditions Gulfstream de Dana Béchalis. Vous l'avez suivi, j'ai voté pour lui dans le PLIB Young Adult Jeunesse. C'est un roman qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, j'ai l'impression de vous le répéter à chaque fois. Et bah écoutez, son sort en est jeté ce soir puisqu'il est sur cette pile de livres que je veux ranger, et donc bah je ne le terminerai pas, voilà. J'ai lu 165 pages sur à peu près 500 pages je crois. Donc il me restait pas loin de 350 pages à lire, et j'ai pas pu. Dès le départ quand je l'ai commencé, j'ai tout de suite capté qu'il y avait un truc qui moi ne m'allait pas, et c'est la plume de cette autrice. Pour moi ça ne passe pas. Je sais pas, il y a quelque chose sur lequel j'ai pas réussi à mettre exactement le doigt. Je pense que c'est je sais pas, le vocabulaire déjà, ça c'est sûr, parce qu'il y a un mélange entre un vocabulaire et une syntaxe assez contemporaine, assez familière, et énormément de vocabulaire. Ça j'en ai déjà parlé dans mes vlogs, enfin de toute façon tout ce que je vais vous dire sur cette lecture j'en ai déjà parlé parce que ça m'agace. Donc j'ai eu vraiment énormément de mal à rentrer dans le livre. Après ça c'est très personnel. Maintenant quand on veut mettre beaucoup de vocabulaire, il y avait énormément de notes de bas de page, ce qui est bien, mais en même temps sur certains mots de vocabulaire j'avais du mal à trouver ça très utile. Mais après ça voilà, c'est personnel. Maintenant j'ai aussi eu du mal à comprendre en lien avec ce vocabulaire pourquoi l'autrice souhaitait utiliser, et elle l'a fait à plusieurs reprises, des liens avec des populations et des cultures existantes dans notre monde
dans son monde à elle, plutôt que de s'en inspirer pour décrire et limite inventer un mot s'il fallait. Plutôt juste que de balancer un mot comme ça. Je pense notamment aux... je crois que c'était les fatés, si je me trompe pas, qui sont des maisons typiques de la Polynésie. Je peux pas me tromper en disant ça, je ne sais plus. Et donc en fait elle dit, il y a une phrase du genre, bon bah voilà, beaucoup de fatés, comme ça, pas de description, rien. Et elle met une petite note de bas de page pour expliquer ce que c'est, au lieu de décrire en disant voilà, les fatés aux multiples couleurs, ces habitations, enfin voilà, un truc un peu plus subtil, si elle tenait absolument à utiliser ce mot là qui à mon sens pour le coup n'a pas sa place dans ce roman où ce sont un autre monde et des cultures complètement différentes des nôtres. Bref, voilà, très personnel comme je vous le disais. J'ai eu aussi beaucoup de mal avec la gestion des dialogues directs, indirects. Il y a des enchaînements entre les deux qui rendent pas forcément les choses très très claires, des choses qui sont dites, exprimées en dialogue indirect, alors que selon moi ça mériterait du dialogue direct, et d'autres platitudes dans les dialogues directs. Enfin moi les dialogues ça a pas fonctionné. Énormément de répétitions, notamment autour du matriarcat de certaines tribus dans une des régions du monde, et notamment la tribu dont est issue notre héroïne qui s'appelle, j'ai oublié, Ashtiri. Ouais, en fait c'est bien de vouloir mettre en avant des points positifs de ce type, mais en fait à force de le marteler, bah, c'est plus du tout positif, c'est juste relou. Et puis bah ça, comment dire, c'est un peu too much, ça se voit que c'est martelé pour être martelé au lieu juste d'être intégré dans l'histoire comme quelque chose soit qu'on admire, soit de complètement normal. Toujours dans ces histoires de syntaxe, j'ai eu un peu de mal avec certaines, comment dire, certains formats de phrases. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, mais moi quand on utilise des oppositions, il faut que ce soit des vraies oppositions. Alors généralement c'est des syntaxes un peu sympas. Là je saurais pas vous ressortir un exemple, mais je sais que je vous en ai déjà parlé dans d'autres chroniques. Quand on fait une opposition, il faut que ce soit vraiment, les deux parties de la phrase doivent être opposées en fait. Ça peut pas être juste utilisé pour deux trucs qui n'ont absolument rien à voir, et malheureusement c'est revenu plusieurs reprises. Pareil pour le coup du vocabulaire, j'ai relevé un mot qui revient incessamment, c'est insupportable, le puiner. Voilà, le puiner, c'est un mot qui n'est pas immensément utilisé dans le langage courant, qui se dit, mais qui est tellement utilisé là que c'en est fatigant. Enfin il y a d'autres synonymes pour puiner qui auraient pu être utilisés. Et surtout, donc ça c'est pour toute la partie syntaxe, grammaire, vocabulaire, qui fait que moi personnellement j'ai eu du mal à accrocher et à rentrer dans cette histoire. Et ensuite ce que je reproche à l'histoire en elle-même, c'est que ça m'a paru très faible. Voilà, sur les 165 premières pages, je m'attendais vraiment à un démarrage, à quelque chose, et à une construction de monde qui soit un peu plus profonde que juste un beau matin, il y a des démons qui débarquent, on sait pas pourquoi, on sait rien, et il faut les arrêter. Et en fait je trouve que c'est plus prétexte, enfin pour moi ça sonne comme un prétexte pour une histoire plutôt que une vraie construction d'un monde en fait. Voilà, les démons arrivent alors qu'ils sont pas censés exister, et le seul truc qu'on lui demande, alors que c'est une voleuse, hein, c'est une voleuse, c'est tout, je veux dire, elle est pas exploratrice, elle est pas détective privée, c'est une voleuse. On lui demande d'aller retrouver un mec dont on ne sait même pas qu'il a existé, mais une légende dit que ça existe. Voilà, j'ai trouvé ça assez faible. Et de la même manière, les quelques explications politiques qui sont données derrière les mouvements de royaume, on sent que ça veut être recherché, c'est-à-dire que un chapitre sur deux, il y a, enfin tous les chapitres, il y a une petite un interchapitre en fait assez court qui explique un petit peu les origines du monde et les différentes tribus matriarcales par exemple, qui se veut je vais pas dire compliqué, mais ouais, coucou toi qui se veut un peu travailler, un peu profond, et que moi j'ai trouvé très faible, notamment les raisons de guerre entre deux pays, deux empires. J'ai pas, voilà, trop faible pour moi en termes de construction politique. En fait ce qui me gêne, c'est que c'est pas forcément ce que j'attendais dans un roman young adulte, mais à partir du moment où on commence, et bah j'attends que c'est une certaine logique et une certaine profondeur en fait. Pour moi il n'y a pas d'entre-deux en mode
on met un vernis un peu joli, un peu brillant et derrière il n'y a rien, ça me dérange plus que de ne rien mettre du tout. Bref, vous l'avez compris, ceci est un abandon. Je voulais quand même vous en parler parce que j'ai entendu beaucoup de bien autour de ce roman et pour moi c'est une déception, voilà. Mais ça arrive, hein, c'est juste que bah là ça faisait beaucoup de déceptions d'un coup. C'est pour ça que j'avais besoin d'une lecture... j'ai pas envie de dire simple, mais une lecture rapide, valeur sûre. Et grâce à un sondage sur Instagram et à l'avis de Renard de Brume, qui nous suit assidûment depuis de nombreuses années, je me suis lancée dans Tia, le tome 1 de La Voix des Oracles de Estelle Faye, qui est pour moi une valeur sûre. Et ça a été validé avec la lecture de ce roman qui est un young adult fantasy. Ce que je cherchais dans le dernier Lion d'Albâtre, c'était vraiment une fantasy un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là en l'occurrence c'était une fantasy orientale égyptienne. Là c'est la fantasy gauloise. Donc ça change complètement. En plus c'est à une époque qui est assez particulière puisque c'est la montée en puissance de la chrétienté dans l'Empire romain. Et donc forcément le recul de toutes les croyances païennes et celtiques. Et voilà, rien que ça, moi ça m'a immensément plu. On rencontre plusieurs types de créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir, tout en subtilité. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le personnage de Tia, qui est une jeune femme qui n'est pas badass pour le coup. Elle n'est pas vendue comme telle, elle a... je vais pas dire qu'elle a rien d'exceptionnel parce qu'elle a une très forte volonté, mais à part ça voilà, on lui a jamais appris à se battre, elle est jamais trop sortie de chez elle, enfin voilà, c'est pas... elle vit entourée, alors même si elle les a rejetés et qu'elle se débrouille très bien toute seule, elle vit entourée de domestiques. Voilà, c'est une jeune fille fille d'un sénateur, non, d'un général romain qui se retrouve brusquement du jour au lendemain privée de son père qu'elle adore et surtout qui la protégeait du monde extérieur puisque elle est devin. Elle est devin et être devin à cette époque c'était finir sur un bûcher en tant que sorcière. Le jour où il se fait attaquer et arrive au seuil de la mort, elle sait qu'elle plonge dans ses visions pour trouver un moyen de le sauver. Et elle décide de suivre ce chemin-là. C'est un roman assez court, il fait 350 pages et quelques, que j'ai adoré. Donc on va suivre tout le périple de Tia, ses différentes rencontres, l'évolution des personnages qui l'entourent. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé sa fuite, la façon dont elle se cache, sa réaction face à certaines injustices. Et en même temps elle est bloquée par... elle peut pas agir de la façon dont elle souhaiterait puisqu'elle n'oublie pas son objectif premier qui est quand même de suivre ses visions pour sauver son père. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré les différents personnages. C'est fluide, voilà, la lecture est extrêmement fluide, la plume très bien adaptée, c'est du Estelle Faye, moi j'adore. Je crois pas avoir été déçue encore par un des romans d'Estelle Faye. Et je lirai du coup la suite de la trilogie avec plaisir, ça c'est certain. J'ai noté un seul truc, c'est que page 315, c'est précis, on nous parle d'un réseau d'impulsion électrique. Et en fait ça m'a un peu dérangée en termes, je vais pas dire d'anachronisme, mais je pense que c'est pour qu'on visualise bien, qu'on comprenne bien l'image de ce qui se passe, mais en même temps personne à cette époque ne pouvait appeler ça comme ça. Voilà, c'est le seul petit truc. Mais sinon, voilà, super de bout en bout, j'ai passé un très bon moment et je suis absolument ravie de l'avoir sorti de ma palle où il n'est pas resté longtemps puisque je l'ai acheté aux dernières Imaginales, donc ça fait moins d'1 an. Voilà. Et bah écoutez, ça y est, je me suis débarrassée d'une belle moitié de la pile. La prochaine vidéo ce sera sur du contemporain, full contemporain cette fois, adulte et jeunesse mélangée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude,
je vous attends en commentaire, notamment pour avoir vos avis sur le dernier livre d'Albat si vous l'avez lu. Je sais que certains d'entre vous ont déjà lu Arcane, donc c'est pareil, j'attends vos avis pour qu'on puisse en discuter. Bien sûr le TG Clown, qui je l'espère, enfin voilà, qui a fait beaucoup parler de lui, donc si vous avez un avis différent, ou enfin voilà, peu importe, je vous attends en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.